Bonsoir à tout le monde. On va commencer tout de suite. Donc là, j'ai le signal de Monsieur Nader. Et on va commencer avec le troisième et dernier panel de ce beau colloque sur les perspectives d'avenir. Alors, quand les organisateurs de ce colloque m'ont demandé de présider une des séances, j'ai choisi d'emblée celle où on regarderait l'avenir, où on parlerait de culture et d'espoir. Et j'avais proposé le titre Révolution culturelle et culture de l'espoir, parce qu'il me semble que nous avons tous payé, et nous risquons peut-être de payer davantage encore, le prix d'une révolution dont la dimension culturelle est restée inachevée et qui a cédé le pas, par moments, à la culture du désespoir. Et je me souviens, au quatrième, cinquième jour des manifestations, j'arrive place des Martyrs, je vois des estrades géantes, des baffles, une musique assourdissante. J'ai protesté par un message audio sur les groupes, un des groupes WhatsApp de la Saoura. Les amis, on ne s'entend plus. Hier, il y avait des paroles, des discussions, des revendications. Et là, j'avais l'impression que c'était le spectacle, l'argent, le folklore. Et maintenant, avec le recul, ce qui m'avait offusqué à l'époque me paraît tellement léger aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à bien plus que cela, bien pire. La banalisation, l'indifférence, l'oubli, le désespoir, la culture du découragement. Alors, il nous faut peut-être apprendre tous ensemble, parce qu'il faut être ensemble, à remettre la culture au cœur de cette révolution et l'espoir au cœur de notre culture. Je dirais que la culture serait le socle de cette révolution qui a commencé, qui a porté des fruits, quoi qu'on en dise, et l'espoir son moteur. Je dis qu'elle a porté des fruits, même si on a tendance à la dénigrer aujourd'hui un peu fortement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des idées qui ont été lancées, qui ont pénétré aujourd'hui l'esprit des gens, qui ne les avaient pas pénétrés avant. On a parlé tout à l'heure des droits des femmes, on a parlé de l'égalité, on a parlé... Évidemment, le chemin est long, on s'attend toujours à ce qu'on ait un petit clic, les choses vont s'arranger dans un pays aussi difficile. Mais en tout cas, jamais, jamais depuis octobre 2019, je n'ai autant compris la justesse, la vérité, la difficulté de la résistance culturelle à laquelle appelait le recteur Salim Abou dès 2003. Et il nous mettait en garde contre deux périls. Le premier péril, c'est celui des slogans, qui sont les ennemis de la réflexion. Et le second péril, c'est le désintérêt envers la chose publique, le désintérêt envers l'État. Et c'est l'ennemi de l'action. Et cette révolution, cette résistance, elle est profondément culturelle ou elle n'est pas. Parce que cette résistance ou cette révolution culturelle n'est pas dirigée contre des personnes. Elle est dirigée contre un système. En tout cas, elle doit être dirigée contre un système. Celle qui est dirigée contre des personnes, ce serait un coup d'État, une élève, pas une révolution. Ce n'est pas ensuite une révolution contre une dictature, on le sait. C'est une révolution contre un système de polydictature, celle de 5 ou 6 chefs politiques qui ne sont que des chefs communautaires, qui ne sont pas des chefs politiques, contre un système qui a érigé le veto, et le veto confessionnel en particulier, en mode de gouvernance, qui a distribué les postes, même les postes judiciaires, même les juges sont répartis entre les différentes communautés. Et ce n'est pas banal, ce n'est pas par hasard, c'est pour favoriser la mainmise sous couvert de représentativité confessionnelle, pour favoriser la mainmise sur les ressorts de l'État. Cette révolution culturelle, ensuite, ce n'est pas une révolution contre les partis. C'est faux. D'ailleurs, ils sont tous là, tous encore forts, bien plus forts que nous qui sommes tous dans cette salle et on serait naïf de penser le contraire. La vraie révolution, elle doit se faire à l'intérieur des partis. Ce sont ces partis, leur public, que ces belles idées doivent pénétrer, non pas par la force des armes que nous n'avons pas, que nous ne voulons pas, mais par la force de la raison. Cette révolution, également, ce n'est pas une révolution contre l'autre, c'est une révolution contre nos instincts grégaires, nos haines, nos lâchetés. Ce n'est pas un repli identitaire ou communautaire. Ça doit être au contraire une lutte permanente pour nos libertés qui sont grignotées petit à petit par le règne de la pensée unique d'un côté
et par le renoncement de l'autre. Et les deux sont aussi graves l'un que l'autre. Elle exige donc de combattre le religieux lorsqu'il est politique et ostentatoire. C'est celui qui envahit les places publiques. À Dahieh, comme à la place Sessine, ce n'est pas l'immensité de la statue, ni le nombre de portraits qui fait la résistance. Et cette résistance culturelle, elle exige de nous que nous luttions contre toutes les décisions liberticides. Celle auquel a cédé le festival de Byblos il y a quelques années, vous vous en souvenez, le groupe Mashroua Leila. Celle qui, hier encore, pour le Salon du Livre, par un vaseux communiqué, ont fait fuir des écrivains en raison de leurs idées ou de la consonance juive de leur nom. Et je suis tellement triste et désolée qu'ils aient pris cette décision. Et pour nous, quelle honte de confronter les idées, non par les idées, mais par l'interdit, par la censure, par l'exclusion. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le Liban, et c'est une honte. Et il faut le dire. Les conjonctures politiques défavorables, elles ne me font pas peur, honnêtement. L'histoire nous montre qu'elles ne sont pas irréversibles, qu'elles changent au gré des alliances, au gré des intérêts, au gré de la marche du monde. Dans les années 60-70, qui aurait dit que l'Union soviétique allait s'effondrer? Ce qui est plus difficilement réversible, en revanche, c'est la régression de nos droits, c'est la régression de nos libertés, c'est la régression culturelle, et c'est le recul de l'éducation. Et c'est là le vrai défi, c'est là la vraie révolution. Cette révolution, enfin, ce n'est pas une révolution contre l'État, comme si c'était un corps étranger qui ne nous concerne pas. C'est au contraire une révolution pour l'État et une lutte contre notre désamour pour l'État. Depuis longtemps, on n'attend rien de l'État libanais, puisqu'il ne répond pas à nos attentes. Et inversement, on ne donne rien à l'État. La modernité, c'est le privé. La gouvernance, les aboutissements, les succès, dans l'esprit de nos jeunes, dans notre esprit, c'est le privé. Même la gestion de la pauvreté, même la gestion du chômage a été privatisée. Regardez l'extraordinaire activité des ONG. Elle est indispensable, mais elle ne remplace pas l'État. Et lorsque la chose publique est devenue depuis longtemps une affaire privée, ça veut dire que les centres de décision sont passés au privé. Et nous avons commis l'erreur d'exalter la seule initiative privée. Nous nous sommes accommodés de l'affaiblissement de l'État. Et nous pensions que nous pouvions vivre sans État. Nous pensions que l'État n'existait pas, c'est faux. Quand la crise, quand l'effondrement actuel a eu lieu, dans sa gravité, dans la souffrance des gens, il nous a permis de mesurer le besoin d'État. Un État souverain, laïque, moderne, un État qui donne des droits, pas qui nous pousse à les mendier. Et cet État-là, notre État, il nous faut non pas le déserter, mais l'investir, le conquérir, au lieu de dénigrer, comme on l'a fait ces dernières années, et de décourager ceux qui essayent encore de le servir. Et c'est dans cette perspective, par exemple, que la faculté de droit a ouvert un cours qui s'appelle « L'État, c'est nous », dans lequel nos étudiants s'impliquent au service de l'administration publique, qu'ils travaillent pour l'administration publique. Ils résistent à l'indifférence, ils se réconcilient avec leur pays. Et cette révolution, enfin, ne peut pas se faire sans confrontation. Il y a donc un prix à payer, parce qu'elle expose aux campagnes de dénigrement, de désinformation, de propagande. Il faut donc le courage de les supporter. Et elle a ses exigences, l'intégrité, l'humilité, la vérité, le savoir, le travail. Ce sont donc les intellectuels qui doivent être en première ligne, qui doivent servir de guide, qui doivent résister à toute forme de médiocrité. Et pour résister à toute forme de médiocrité, celle du langage, celle des idées, c'est la culture de l'espoir qu'il nous faut renforcer. Je finirai par là, je vous rassure, parce que je veux donner la parole à nos intervenants. La culture de l'espoir, ce n'est pas un optimisme béat et passif. Là, c'est la lutte contre nos propres peurs, qui sont légitimes et qu'il nous faut reconnaître. C'est l'action quotidienne pour arracher notre État, brèche par brèche, percée après percée. Je ne connais aucune autre méthode. Si quelqu'un en connaît une autre, qu'il me la dise. À tous ceux qui l'ont pris en otage. John Mayle, tout à l'heure, a parlé de la capture d'État. Oui, la capture d'État. Et quelqu'un a dit, mais comment on va lutter contre ceux qui ont capturé l'État? Eh bien, comme ça. القدم يعني مثل ما تأكلت الدولة شوي شوي لازم نرجع نستعيدها شوي شوي. Oser rejeter la peur, oser changer le système, oser enfin la laïcité de l'État libanais parce que c'est un État laïque.
l'État libanais est un État laïque. Je me souviens des paroles, Allah yarhamou, de Pierre Granage. Oser rêver. Alors bien sûr, c'est un chemin beaucoup plus exigeant, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, très long. Mais il faut qu'on accepte l'idée qu'on va travailler sur le temps long. Et c'est le seul chemin, au bout de ce siècle un peu tortueux de la vie du Grand Liban, qui en vaut encore la peine. Et c'est le seul chemin, Ouenada, qui est digne de la vie et du combat de Melhem Chawoul. Je vous remercie et je vais donner la parole. Merci.